7h37, c'est un objet tout simple et c'est une des belles inventions de l'humanité, un guidon 2 roues 2 pédales, en principe, mais qui a le pouvoir de déchaîner les passions et dont l'usage revient régulièrement dans l'actualité, le vélo, bien sûr, et sa cohabitation avec les voitures. Alors que les stations de vélo en libre service sont bien établies en Suisse romande, des vélos électriques vont d'ailleurs débarquer à Lausanne cet automne. Ce sont les O-Bike, entre autres, qui provoquent des remous en Suisse alémanique en ce moment. 800 vélos, 900 même, d'une compagnie privée, lâchés comme ça en pleine nuit à Zurich, accessibles via une petite application, donc hors station, comme c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Lucas Girardet. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans notre studio de Lausanne jusqu'à 8h pour parler vélo, dont vous êtes un des pionniers, en tout cas, du vélo dans les villes. Vous êtes le fondateur de Lausanne Roule en 2004, déjà il y a 13 ans, puis de Vélo Pass en 2009, qui est devenu entre-temps Publibike. Pionnier, mais redevenu un simple cycliste, c'est ça ? Oui, complètement retiré des affaires cyclistes. Mais vous suivez quand même tout ça de très près, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Si on prend l'exemple zurichois, on l'a dit, c'est un peu la polémique du moment à Zurich, cette entreprise qui implante sauvagement, entre guillemets, c'est en une nuit, qui lâche sauvagement 900 vélos, très facile à louer. Qu'est-ce que vous pensez de ce système-là, vous, dont je disais que vous étiez un pionnier du vélo dans les villes? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative privée, je le signale à Zurich? Mais que du bien, bon. Que du bien. Je pense que peut-être que les privés ont enfin réalisé qu'il y avait moyen de faire quelque chose avec les vélos libre service, de proposer des vélos autrement que les modèles en vigueur depuis 10-15 ans dans le monde. Ce sont les communes, c'est plutôt l'État, enfin les services publics qui faisaient ça jusqu'à maintenant. Il y a quasiment tout le temps eu les collectivités, sauf rares exceptions derrière. Parfois avec des sponsors privés, mais le business model était grosso modo le même. Et là, on arrive avec un autre système, un changement de paradigme complet, avec beaucoup plus de vélos et beaucoup plus de souplesse de mise en œuvre. Sans station, sans rien. On utilise l'espace public, ce qui porte à quelques polémiques. On va y venir. Mais justement, le modèle est extrêmement simple. Il y a quelqu'un qui croit en la location de vélos ou la mise à disposition de vélos en libre service. Et on fait un vrai business et puis utilise les outils actuels, le smartphone et puis le terrain de jeu que sont les villes simplement. Alors vous en pensez que du bien. Alors on a aussi un commentaire à lire dans la presse alémanique de cette histoire-là, Sandra Zimmerli. Zurich, enfin une ville du vélo. Ce commentaire qui semble être un peu de votre avis. Pas assez de pistes cyclables, et s'il y en a, pas assez larges, pas assez de parcs pour les vélos. Bref, quand le camp rose-vert parle vélo, c'est toujours avec ces mots « conditions atroces », note l'éditorialiste de la NZZ. Et aujourd'hui, lorsque des grosses sociétés de location comme O-Bike, OneBike ou encore Smide s'attaquent au marché zurichois avec des centaines, voire milliers de vélos, eh bien ces mêmes politiciens crient à la croissance sauvage ou encore à la peste jaune. Ces vélos encombrent les routes, trottoirs et places de parc. Alors, pour l'éditorialiste, plus contradictoire que ça, c'est difficile. Pour lui, en tout cas, c'est clair. Pour Zurich, ville du vélo, tous ces développements ne sont que bénéfiques. C'est vrai que c'est un commentaire qui va dans votre sens, Lucas Girardet. Mais on entend le paradoxe. Ceux qui sont pour le vélo dans les villes crient à l'envahissement et de dire, voilà, tous ces vélos de cette entreprise privée, comme ça, en location, lâchés en une nuit. Vous comprenez cette contradiction, cet apparent paradoxe ? Oui et non, mais parce que justement on craint pour sa place de parc à proximité de là où on va, de la gare, etc. De stationnement de vélo, on s'entend. Oui, parce que parfois, c'est vrai que même les cyclistes ont de la peine à trouver une place de parc. Parce qu'effectivement, la voirie des villes européennes, est-ce qu'elle est, puis il n'y a pas beaucoup de place, ça c'est clair. On peut comprendre cette crainte. Oui, ça on peut le comprendre, mais en même temps, c'est une chance pour les villes de se dire que tout d'un coup, en une nuit, je trouve que l'image est magnifique, de se dire qu'en une nuit, tout d'un coup, il y a un réseau de vélos libre-service qui s'installe dans une ville, qu'il y a des vélos partout, très simplement disponibles, et puis que le système se met en place et les gens se l'approprient de cette manière-là. Ça ne va pas rendre la cohabitation voiture-vélo encore plus difficile, parce qu'on va en parler, elle est problématique, parfois même dangereuse. Est-ce que ça ne va pas accentuer encore le phénomène, ce genre de choses ? Mais peut-être, mais le principal objectif, à mon avis, pour développer la mobilité douce et les vélos en particulier dans les villes, c'est le nombre. C'est d'avoir une grande quantité de vélos qui circulent, et puis la cohabitation, elle va être d'autant plus facile. Enfin, plus il y a de cyclistes qui roulent, moins il y a de problèmes, parce que les automobilistes ont l'habitude d'avoir des vélos dans les roues, entre guillemets. Donc, vous pensez que ça se fait naturellement ? Ouais, moi je pense que ce phénomène-là, il existe, du moment que justement il y a une masse critique de cyclistes
qui occupent l'espace. Est-ce qu'on peut pas retourner le problème, pardonnez-moi de vous interrompre, peut-être que les automobilistes n'y sont pas habitués, mais du coup, s'il y a de plus en plus de cyclistes, on sait aussi que les cyclistes ne sont pas toujours extrêmement gentlemen. Est-ce qu'on peut imaginer que là, ils se sentent beaucoup plus libérés sur la route et un peu partout sur les trottoirs, maintenant qu'ils sont plus nombreux, les cyclistes? Est-ce que ce phénomène-là peut avoir lieu? Oui, peut-être bien. Alors après, c'est sûr qu'il faut que les cyclistes, il y a pas mal d'éducation à faire là derrière, que les cyclistes n'utilisent pas les trottoirs, respectent un minimum les règles de circulation, et puis que les automobilistes admettent qu'il y a parfois un mode de transport qui est plus rapide qu'en ville, et puis que la cohabitation doit se faire comme ça, c'est pas l'un contre l'autre. Je pense qu'il y a une erreur dans toute la manière de promouvoir la mobilité douce, souvent d'opposer voiture et vélo. Il y a des automobilistes qui resteront automobilistes, qui ne peuvent pas faire autrement, et puis il y a des gens qui découvrent le vélo puis qui voient tous ses avantages. Et puis petit à petit, on va y arriver comme ça à densifier la population cycliste des villes, ce qui va amener les villes à plus d'aménagements pour sécuriser les vélos quand ils se déplacent, mais aussi de stationnement. Donc, se retrouver directement en une nuit avec 800 vélos supplémentaires à l'échelle de la ville de Zurich, il ne faut pas me faire croire que ça va prendre des places de vélos sur l'espace public. Vous rêveriez qu'au fond, on fasse des lâchers de vélos comme ça en une nuit à Lausanne, à Genève, à Neuchâtel, à Sion? Évidemment. Et c'est d'ailleurs un modèle qu'on avait étudié, qu'on avait envisagé il y a quelques années. Et ça vient de la Chine, c'est assez symptomatique. La Chine qui avait complètement oublié le vélo, qui était le pays du vélo dans les années 50, 70, 60, 70, qui avait complètement passé la voiture, qui revient au vélo maintenant parce qu'elle a ses problèmes de cambrement, et tout d'un coup qui arrive avec des centaines de vélos, plusieurs entreprises qui font ça, c'est les Chinois. Donc ils ne le font pas juste par altruisme, il ne faut pas rêver. Non, il y a un business derrière. Il y a un vrai business, mais il y a aussi... Et du coup, ce business-là, s'il bénéficie aux villes en général et aux habitants en particulier, mais tant mieux. C'est la fin du modèle public du vélo en libre service pour vous? Je pense que c'est la fin de ce modèle-là. Ah oui. Parce que vous avez aussi contribué à le lancer, ce modèle-là. Complètement. Et puis je pense qu'effectivement, on a essayé des choses, mais il y a déjà 10 ans. Hein. Donc le modèle existant, lancé à Lyon, par Velov, Deco, etc., a fait ses preuves. Il y a eu des changements assez phénoménaux en France. D'abord, c'était les publicitaires qui finançaient, puis après les collectivités qui ont repris la main. Et puis les stations, évidemment, qui n'avaient pas la technologie qu'il y a maintenant, qui permet de s'identifier, de payer, de déverrouiller son vélo directement avec son smartphone à distance, donc sans infrastructure. Évidemment qu'il y a 10 ans, ce n'était pas possible, mais maintenant, l'évolution de la technologie permet ce genre de business et de manière de faire. Donc, il faut profiter et s'engouffrer dans cette brèche. Et je pense que les villes ont tout à y gagner parce que, finalement, c'est quand même moins cher d'aménager du stationnement vélo que du stationnement voiture, ouais. Puis ça coûte moins de place aussi en termes d'espace. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin quand même en matière de mobilité vélo dans les villes? Il y a certains points où ça n'a pas marché. Les petites villes, moyennes villes en Suisse, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous-même, vous reconnaissez des erreurs dans ce domaine? Oui, je pense qu'en matière de vélo libre-service, il faut reconnaître qu'il y a des choses on a essayé des choses qui ne marchaient pas, qui étaient des erreurs. Bulle, par exemple, moi j'ai vu que ça n'avait pas pris du tout. Voilà. Une ville de taille moyenne comme Bulle, ça n'a pas marché. C'est trop petit. Il faut admettre qu'il y a d'autres choses à faire pour promouvoir le vélo dans des villes de cette taille-là. Justement des aménagements routiers, des stationnements, des choses comme ça. Mais le vélo libre-service qui offre une solution alternative à toutes les autres dans une ville qui n'est pas congestionnée, qui n'a pas de problème de parkage, de stationnement, de déplacement. On en a trop fait dans certains endroits. Honnêtement, je pense qu'il y a de l'argent qui aurait pu être investi autrement à meilleur escient pour promouvoir le vélo. C'était quoi? C'était un peu... du marketing urbain, c'était un peu du marketing politique, le vélo dans certains points dans lesquels ça n'a pas fonctionné. Oui, il y avait aussi une idée de faire du marketing politique, disons-le comme ça. Alors c'est clair, il faut se souvenir que le Vélib a débarqué vraiment en fanfare. Hein. Tout le monde, en 2010, 11, 12, tout le monde parlait du Vélib. D'abord Vélov à Lyon, puis après Vélib, et puis à Paris, donc en France, le truc, et à Paris. Et puis... d'aller voir les villes et puis de leur dire on va faire ce qu'a fait Paris, évidemment que c'est beaucoup plus sexy que de leur dire mettez 500 mètres, 2 km de piste cyclable. C'est de la communication politique. Évidemment. Politique et urbaine. Les villes on en fait un atout. Moi, je l'ai vraiment constaté qu'il y a des villes qui l'ont utilisé de leur communication, ce qu'on a fait de développer des réseaux à l'externe pour se positionner sur une carte, mais aussi à l'interne des villes pour
réparer certaines choses en utilisant le vélo libre-service pour réparer certaines actions politiques. Et puis, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on peut faire de la mobilité. Donc, il y a une part d'autocritique aussi. Ce matin, Lucas Girardet, on parle souvent du modèle nordique pour tout un tas de choses d'ailleurs, hein, la famille, etc., l'enseignement, le vélo aussi, on cite souvent, Danemark, les Pays-Bas aussi, c'est pas nordique, mais enfin, c'est quand même plus au nord que nous. Est-ce que c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut regarder ou est-ce qu'il faut regarder plus proche de nous ? Ça dépend à quel degré d'utopie on veut aller. Moi, je pense que, bien sûr, qu'il y a des modèles magnifiques aux Pays-Bas, et pas que à Amsterdam, mais dans toutes les villes des Pays-Bas, au Danemark, dans tout le nord de l'Europe. Mais justement, ça fait 40 ans qu'ils, petit à petit, améliorent leurs infrastructures cyclistes. Donc, nous, on a trop de retard pour faire comme eux, c'est ça ? Il y a des superbes exemples, puis on va les voir, puis on se dit que jamais on fera ça. Donc allons voir ce qui est plus proche et plus réaliste à l'échelle de ce qu'on fait, de là d'où on vient. Ça, c'est où, ce qui est plus proche et plus réaliste ? Strasbourg, Nantes, par exemple, sont vraiment des très bons exemples de villes à taille plus comparable aux nôtres, et puis qui ont petit à petit fait des aménagements en peu de temps qui sont tout à fait intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait reproduire de ces villes-là chez nous ? Moi, je pense qu'il y a toute une idée un peu de la cohabitation, de comment faire passer les vélos, mélanger les différents modes de transport. Moi, j'ai vu des choses qui étaient vraiment intéressantes d'aménagement concret, de comment on partage la route, comment on partage la voirie entre les différents modes de transport. Souvent avec des politiques assez volontaristes, on est d'accord, mais il faut voir ce qui est réalisable, et puis une fois qu'on sera au niveau de Nantes, de Strasbourg, à Lausanne ou Genève, on pourra voir ce qui se fait plus haut. Mais parce qu'on pense souvent construction de route ou réaménagement d'une route, aménagement aussi d'une piste cyclable. Est-ce qu'il faut encore utiliser ce modèle-là intellectuellement, ou est-ce qu'il ne faut pas penser plutôt, si ce n'est site propre pour le vélo, parce que ça, il ne faut pas rêver, mais en tout cas site sécurisé. Est-ce que ce n'est pas plutôt dans cette direction-là qu'il faut regarder ? Moi, je suis assez persuadé que, justement, il faut sortir de cette idée que là où passent les voitures doivent passer les cyclistes. Oui, parce qu'on y est à fond. On y est à fond en Bien Suisse. sûr, parce qu'on peut pas, justement, on peut pas imaginer qu'on se dit de refaire une route et puis d'ignorer les vélos. Alors que des fois, je pense qu'il faudrait oser le faire et puis se dire, là, on met que les voitures et puis on crée un itinéraire parallèle par d'autres rues, tout aussi efficace, voire plus. Donc site propre ou site sécurisé en tout cas, ou forme de site propre par des zones 30, par vraiment des itinéraires détournés, et puis oser le faire des fois, se dire mais voilà, le cycliste qui de toute façon voudra prendre une route, il a le droit de la prendre, donc on va pas l'empêcher. Celui qui est suffisamment confiant ou qui n'a pas besoin d'un aménagement. Et ça vous paraît réalisable dans les villes suisses et en Suisse romande par exemple aujourd'hui, ces sites sécurisés ? Je suis pas sûr qu'on ose en tout cas aller jusque-là en se disant là il n'y a pas du tout de cyclistes qui passent et puis on aménage vraiment d'autres itinéraires. C'est une question d'audace politique plus que de réalité du terrain ? Ouais, il y a sûrement un peu des deux. Moi je pense que c'est quand même un peu une audace politique de oser dire on refait une route mais on fait rien pour les cyclistes. Évidemment que moi en tant que défenseur des vélos c'est un peu particulier de penser de dire ça comme ça, mais je pense les villes auraient tout à gagner à se dire qu'on fait vraiment des itinéraires très favorables, parallèles, désencombrés de voitures, de tout autre trafic que des piétons ou voire du trafic très localisé de quartier pour avancer. La clé c'est la fluidité pour le cycliste, c'est de ne pas poser le pied à terre tous les 50, 100, 200 mètres, c'est de pouvoir traverser une ville, de faire de longues distances, pas forcément rapidement mais de manière fluide. Donc ça c'est possible si on s'écarte un peu des grands carrefours et des axes principaux.